Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Billiger, Caroline Pilastre et Christophe Madrol. Le ton continue de monter entre la junte militaire malienne et la France. Le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole de la junte, a annoncé hier soir sur la télévision nationale la dénonciation des accords de défense avec la France et la rupture du cadre juridique fixant la présence de l'opération Barkhane. La France et ses partenaires européens avaient officialisé en février leur retrait militaire du Mali au terme de 9 ans de combat contre les djihadistes, ce alors que la milice paramilitaire russe Wagner était de plus en plus présente dans le pays. Une rupture qui pose question alors que la tension, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, est plus forte que jamais entre la France et la Russie, d'où notre premier débat. Le Mali est-il le second théâtre d'affrontement entre la France et la Russie ? Et vous êtes 71,8% à dire oui. Avec nous, Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Bonsoir Emmanuel Dupuis. Bonsoir Philippe, bonsoir aux vraies voix. Je suis ravi de retrouver physiquement. Et toujours un plaisir de vous avoir. On a l'impression qu'au Mali, qui faisait partie du précaré de la France en Afrique, les paramilitaires russes sont en train de nous virer avec la complicité de la junte militaire malienne. Mais entre les deux, qui décide ? Je pense que vous avez vous-même répondu. C'est les paramilitaires ou la société militaire privée Wagner, qui du reste n'en est pas à son premier coup d'essai, puisqu'il s'est passé exactement le même scénario en République centrafricaine. Revenons Absolument. Un petit peu en arrière. La France occupe le terrain militairement pour éviter des heurts intercommunautaires. On ne parle pas de génocide. Laurent Fabius avait eu cette formule un peu alambiquée, logique pré-génocidaire. Mais la France intervient, et avec raison je crois, entre décembre 2013 et 2016 pour éviter ces massacres. La France quitte Opération Singaris, prend fin en octobre 2016, les Russes arrivent. Et que font les Russes ? Opération de communication, guerre informationnelle, remettant en cause la légitimité de l'acquis des forces françaises durant leur présence en République centrafricaine. Avec un nouveau président, le président Archange Touadéra, avec la remise en cause du rôle qu'a pu et que devrait jouer à l'avenir la France en République centrafricaine. Rebelote au Mali, avec évidemment, parallèle n'est peut-être pas aussi évident puisqu'il s'agissait en Centrafrique d'une opération visant à éviter une guerre civile ou des heurts intercommunautaires. Au Mali, il s'agit de lutter contre des groupes armés terroristes qui continuent à ensanglanter le pays. Il faut quand même avoir cela à l'esprit, alors que nous parlons d'une remise en cause de la présence française au Mali. Il y a toujours des morts sur une base quotidienne, et au Mali, et au Burkina Faso, et au Niger. Donc oui, il y a sans doute un nouveau front qui s'ouvre, mais j'élargis la question. Il ne se limite pas qu'au Mali. Il se limite partout où la société militaire privée Wagner est présente désormais dans 14 pays sur le continent africain. Philippe Billiger. Est-ce que Emmanuel Dupuis, il est fondé d'analyser ce qui se passe au Mali comme la succession de deux séquences, la première ayant été l'envie des autorités maliennes de se débarrasser d'une France qu'elle qualifiait de colonialiste, et au fond, la Russie et les milices Wagner venant occuper à ce moment-là un vide qui avait été créé. Ou faut-il considérer que ces deux séquences elles-mêmes sont reliées par un lien logique ? Oui et non. Alors oui, bien sûr, il y a effectivement une sorte de vase communicant. La présence française... Peut-être que je revienne en arrière, les Français n'ont pas quitté le Mali. Les Français sont encore présents au Mali. Oui. Il y a encore, à l'heure où nous parlons, 2500 militaires français qui assument tant bien que mal la sécurité des populations que nous étions venus soutenir dès janvier 2013. Mais le président Emmanuel Macron l'a dit, le 10 juin dernier, la France a vocation à se redéployer. Et donc, d'une certaine façon, appelant à ce que les autorités maliennes nous demandaient, c'est-à-dire de quitter le territoire. Nous avions 6 bases, nous n'en avons plus que 2. Mais il en reste 2 qui sont encore potentiellement l'objet d'un litige depuis que le Premier ministre Choguel Kokala Maïga et le président Goïta ont décidé de rompre l'accord de défense qui nous avec lie. la France. Alors là où j'invalide un peu le propos, où je corrige un peu le propos de Philippe, la question n'est dans pas... le micro. Pardon, la question. J'essaie de regarder Philippe en même temps. La question n'est pas tant, cher Philippe, que la Russie remplace la France. La question est que la France et le Mali ne se parlaient plus depuis longtemps, puisqu'il faut
avoir à l'esprit que l'ordre institutionnel n'existe plus au Mali depuis août 2020, date à laquelle les militaires sont arrivés au pouvoir. Donc c'est une longue rupture auquel nous assistons. Les autorités maliennes disent qu'il n'y a pas de membres de la société militaire Wagner. Nous disons le contraire, image à l'appui avec ces images de drones démontant un faux charnier qui aurait eu vocation à accuser la France d'avoir commis ce charnier alors que nous avons libéré la troisième base, une des 3 dernières bases qui est restée à Gozi. Et évidemment, les autorités maliennes, et là je réponds directement à Philippe, oui, les autorités maliennes sont sous la coupe de la société militaire Wagner. Le communiqué qui a été lu par le porte-parole de la junte évoque le fait que la France devrait rendre des comptes. C'est à peu près la même tonalité. Il y a quelques minutes de ça, la Russie a demandé à ce qu'il y ait une réunion d'urgence du Conseil de sécurité pour étudier si oui ou non la France a permis de lutter efficacement contre les groupes armés terroristes, alors même qu'il y a 2 heures, le président Macron et le président Poutine s'entretenaient. Donc c'est effectivement... Comme la question que vous posez a été très bien posée, oui, le nouveau théâtre d'affrontement entre la France et, j'allais dire, l'Occident et la Russie se joue actuellement au Sahel. Au Mali et pas seulement en Ukraine. Caroline Pilastre. Oui, la question principale que je voudrais vous poser, croyez-vous que le rapprochement de la junte militaire et la Russie va tenir à long terme ? Alors, non, vous avez raison. Premièrement, parce qu'on ne parle pas tout à fait la même chose. Une centaine, on ne sait pas exactement le chiffre exact. Les Maliens, de toute façon, disent... Bien dans le micro. Je vais y arriver. Parce que vous regardez Caroline, vous regardez Philippe. Alors, je vais me mettre comme ça pour pouvoir regarder Caroline et ensuite Philippe. Alors, tenant le micro. Oui, on ne peut pas résumer une lutte de longue haleine et de longue date contre les groupes armés terroristes en la réduisant à la présence de quelques centaines de mercenaires. Appelons les choses crûment. La société militaire privée Wagner, ce n'est pas l'armée russe. Ce ne sont pas peut-être des instructeurs russes. Les autorités maliennes disent qu'il n'y a pas de mercenaires russes, il n'y a que des instructeurs russes. Les instructeurs russes sont lourdement armés et puissamment outillés, si vous m'autorisez cette expression. Donc oui, il s'agit bien évidemment d'une stratégie hybride de la part de la Russie, mais qui en même temps aura beaucoup de mal à lutter contre des groupes armés terroristes qui se sont enquistés dans des territoires où n'existe plus l'État, dans lequel l'autorité n'a pas repris sa vocation à assumer la sécurité du quotidien de ces populations. Et puis, un chiffre qui permet de répondre à votre question de manière encore plus précise, la France avait déployé 5100 militaires français sur l'ensemble du Sahel, et encore 2500 militaires français au Mali, évidemment avec les moyens afférents, des drones, des véhicules blindés, évidemment des moyens aériens, du renseignement, chose dont ne bénéficie pas pour l'instant la société militaire privée Wagner. Donc, en gros, le terrorisme a continué à tuer des Maliens, nonobstant le départ des troupes françaises. Christophe Madrol. Merci Emmanuel pour ton explication toujours extraordinaire. T'es mon Michel Chevalet de la géopolitique. de la politique internationale. C'est un superbe compliment. Non, mais c'est vrai. Quel est l'enjeu? Bien dans le micro aussi. Quel est l'enjeu? Oui, mais je regarde. Il faudrait mettre des écrans un petit peu partout pour qu'on ne soit pas désavancés. Pour nos auditeurs, quel est l'enjeu de la Russie dans ces 14 pays au regard des enjeux des Chinois? Parce que quand je suis allé il y a une dizaine d'années au Mali ou dans d'autres pays, je voyais une implantation forte des Chinois, même militairement. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y aurait potentiellement un deal entre les Russes et les Chinois sur l'Afrique, sur le Sahel et certains pays du sud du Sahel, pour mettre un peu ces pays en coupe réglée. Est-ce qu'on n'est pas en train actuellement d'assister au développement des empires chinois et russes contre les intérêts de la France? D'une certaine façon. C'est-à-dire la Chine-Afrique et la Russe-Afrique à la place de la France-Afrique. Oui, et on reste dans la rime. On pourrait même rajouter la Turque-Afrique, puisqu'en fait, le continent africain devient ce qu'était le continent européen pendant la guerre froide. Un théâtre d'opérations, de guerres plus ou moins larvées, entre des belligérants qui ne veulent pas se faire la guerre directement, mais qui utilisent des acteurs périphériques. Les anglo-saxons appellent ça des proxys. La société militaire privée Wagner, ce n'est pas la Russie, mais c'est une pointe très avancée de la guerre hybride que veut mener la Russie. Je voudrais vous poser une question en même temps que vous répondez à Christophe Madrol. Wagner, c'est qui dirige? C'est le Kremlin?
Bien sûr. Mais ils sont à la solde Evgeny quand même de Prigojine, Poutine. qu'on surnomme le cuisinier de Poutine. Pourquoi ? Parce qu'il avait gagné un appel d'offres, avec beaucoup de guillemets, sur donc, la cantine du Kremlin, et directement ce qu'on peut appeler un oligarque. D'ailleurs, il fait partie des oligarques qui sont sous sanctions internationales, avant la crise ukrainienne, puisque l'ONU avait décidé de le sanctionner par rapport aux exactions documentées de la société militaire privée Wagner en République centrafricaine. 200 cas de torture, de viol et évidemment d'exécution extrajudiciaire. Donc oui, indirectement, c'est le Vatican, même si... Pas le Vatican, le Kremlin. Mon Dieu, ma langue a fourché. Non, c'est évidemment le Kremlin et non pas le Vatican. Mais c'est évidemment, ça fait partie de la panoplie dont disposent actuellement les Russes, et faisant le parallèle avec l'Ukraine. On parle beaucoup depuis quelques heures du sort de Valéry Gerasimov, le chef d'état-major qui aurait été potentiellement touché dans une frappe. Valéry Gerasimov a conceptualisé le fait d'utiliser des moyens non militaires comme un objectif pour déstabiliser son adversaire. En gros, faire la guerre gagner la guerre avant de faire la guerre. C'est un peu un concept que le général Burkhardt, le chef d'état-major français, réactualise en disant, évidemment, il faut tenir compte des nouveaux théâtres d'opération, des nouveaux champs dans lesquels s'exprime cette guerre hybride. Wagner est un outil dont dispose la Russie pour ne pas avoir à faire la guerre, et accessoirement pour obtenir à peu de frais, même si on sait maintenant qu'il y a on sait maintenant qu'il y a un membre de Wagner qui a été tué dans une attaque à l'engin explosif improvisé. On sait désormais qu'il y a aussi un membre de Wagner qui a été pris en otage par les groupes armés terroristes. Mais encore une fois, la Russie, à peu de frais, est en train de se débarrasser de l'influence qu'avait la France dans les pays dits du champ, les 14 pays qui ont acquis leur indépendance en 1960. Très court, et on va au 0826 300 300, ça réagit. Je vais être assez cash, Emmanuel. Si tu avais été élu président de la République la semaine dernière, tu ferais quoi ? Je dirais à Poutine d'arrêter de nous chercher des poux en Afrique. Concrètement. Ça, il te fait un bras d'honneur, il dit mon coco, en vidéo, il te dit mon chouchou. Pour être plus concret, je pense que sur la question malienne, on est dans une logique où on ne peut pas aller plus en avant dans la détestation mutuelle que nous avons, nous, des autorités dites de transition, et que eux ont à notre égard. Donc, à un moment ou à un autre, soit on est dans une rupture totale, mais qui laisserait malheureusement dans une situation très précaire les Maliens, la population malienne, ou est-ce qu'on trouve les moyens, maintenant que la rupture militaire est consommée, d'essayer de retrouver la table des négociations ? Je pense que les autorités maliennes sont quand même conscientes que, vu la manière dont l'armée russe se comporte en Ukraine, que l'idée selon laquelle les forces russes pourront aboutir à des solutions pérennes de sécurité au Sahel, chose que aucun des acteurs qui s'y est engagé n'a réussi à faire. Ni la MINUSMA, ni les forces françaises, encore moins les Américains. Et donc forcément, on est dans une logique où pour l'instant, il y a une très forte attractivité, une très forte attraction sur le modèle alternatif que constitue la Russie. Et je réponds à votre question, Philippe, la Chine... Non, c'est Christophe. Pardon, Christophe, je vais y arriver. Je vais y arriver. Par rapport aux nouveaux acteurs qui émergent au continent africain, mais tout ça est à court terme. Sur le long terme, je pense qu'on reviendra un petit peu à un souvenir de ce que peuvent être des acteurs de longue échéance ou de longue mobilisation sur le continent africain, les pays européens par exemple. On part au 0826 300 300, ça ne s'invente pas. Bonsoir Emmanuel. Oui, lequel ? Comme on a un Emmanuel avec nous, ça tombe bien. Il y a deux Philippe, deux Emmanuel, c'est simple. On vous écoute. Oui. Emmanuel devient un prénom très populaire. Oui. Et encore pour 5 ans. Oui. Oui. Ah, c'est lui. Oui. On vous écoute, Emmanuel des Hauts-de-Seine. Moi, ce que je voudrais dire, c'est le modèle de Wagner, c'est aussi un modèle de guerre de sauvages. D'ailleurs, ils sont déjà accusés de massacres à Moura dans le nord du pays, au Mali. On va voir que eux, et puis les gens qu'ils forment, parce que il n'y a pas que des Russes, il y a aussi des mercenaires qu'ils engagent, qui viennent de partout, hein, pas seulement d'Afrique d'ailleurs, mais même du Moyen-Orient, qui utilisent n'importe où. Ces gens font des guerres de sauvages, et les Russes n'ont pas brillé dans les dernières décennies par une grande réussite quand ils sont confrontés à des groupes djihadistes. Parce que ce qui va se passer, et là ils vont comprendre ce qui va leur arriver, c'est que les djihadistes
vont se retrouver, vont comprendre qu'ils ont en face d'eux des gens qui sont beaucoup moins sérieux que les Français, qui n'ont pas les mêmes effectifs, qui n'ont pas les mêmes moyens, qui n'ont pas les mêmes expériences de l'Afrique, et ils vont prendre du terrain, exactement comme les talibans ont fait en Afghanistan contre les Russes. Et Dieu sait que là-bas l'armée russe était beaucoup plus nombreuse, et ça va se retourner très rapidement contre eux. C'est les dirigeants maliens sont des fous furieux. Ils se rendent pas compte dans quoi ils ont mis les pieds. Alors, merci beaucoup Emmanuel des Hauts-de-Seine. On va faire réagir Emmanuel Dupuis. Non, mais je suis d'accord. Et Emmanuel, donc mon homonyme, évoque effectivement une sorte d'externalisation ou de privatisation de la sécurité qui est très dangereuse sur le continent africain. On l'a eu aussi en Irak avec Blackwater. On l'a eu en Irak avec Blackwater, on l'a eu en Afghanistan avec les mêmes acteurs. Et donc il y a effectivement ce sentiment que les forces armées des États coloniaux sont à mettre au même niveau que des mercenaires par rapport à l'efficacité dont qu'ils prétendent incarner. Jusqu'à preuve du contraire, quelques mercenaires ne peuvent pas ni former l'armée malienne et ne pourront pas mettre sous la coupe de leur action militaire des groupes armés terroristes que personne n'a réussi à vaincre, ni nous, ni les Algériens dans les années 90, et évidemment en rappelant que les groupes armés terroristes auxquels nous faisons face sont présents dans le Mali, mais désormais dans une bonne partie du continent africain. Pas seulement. Oui. Niger, Burkina Faso. Alors, ils sont présents au Sahel, mais ils sont présents de longue date en Somalie. Il y a Boko Haram. Ils sont présents en Afrique subsaharienne. Ils sont présents au Nigeria à travers Boko Haram ou le mouvement Ansarul. Ils sont présents à travers les alliances des forces démocratiques en RDC. Ils sont présents avec les Chebabs en Mozambique, au Kenya et en Tanzanie. Donc c'est un phénomène beaucoup plus large. Et on voit bien que la question de la lutte contre les groupes armés terroristes ne se résume pas à une question militaire. Pour ça que je faisais ce parallèle entre la réponse à court terme. C'est effectivement, l'auditeur Emmanuel l'a dit, à Mouras, ce fut un massacre. Après tout, les autorités maliennes l'ont laissé faire, puisqu'ils partent du principe que quand nous voyons 300 victimes civiles, ils voient 203 djihadistes mis hors d'état de nuire. Mais à un moment ou un autre, la réponse sécuritaire ne peut pas éradiquer les causes du terrorisme. Et qu'à un moment ou un autre, c'est une question politique à laquelle il va falloir répondre. Il faut que l'État malien revienne dans des territoires qu'il n'occupe plus depuis 8 ans. Et ça, ce ne sont pas les mercenaires russes qui vont remplacer l'État malien. C'est pour ça que la différence entre la vision française, qui est une vision plus globale, enfin, vision française et occidentale, européenne, qui est une vision plus globale, et la seule réponse sécuritaire, n'aboutira pas à la fin du terrorisme au Sahel, hélas. Une dernière question pour une réponse très courte, il reste 10 secondes. On va faire un tout petit peu plus long. La France-Afrique, c'est fini ? La France-Afrique est finie dans son acception des années 70-80, mais la présence de la France de manière plus pérenne sur le continent africain mérite d'être plus, mieux expliquée et peut-être plus acceptée. D'une phrase, la France-Afrique n'existe plus à partir du moment où la balance commerciale exportation-importation ne correspond qu'à 54 milliards d'euros. La Chine, c'est 440 milliards d'euros. D'accord. Un dernier mot, Christophe Madrol, très court. Rapidement, si Emmanuel Macron nous écoute, Monsieur le Président, vous avez votre ministre des Affaires étrangères devant moi. Il faudra le dire à Jean-Yves Le Drian. Monsieur Macron, n'hésitez pas à appeler Emmanuel Dupuis sur le 06. Jean-Yves Le Drian va apprécier. Merci beaucoup. Déjà qu'il m'apprécie beaucoup. Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Toujours un plaisir de décrypter ce qui se passe dans le monde dans votre compagnie. Verdict sur Twitter, le Mali est-il le second théâtre d'affrontement entre la France et la Russie? Vous êtes 72,2% à dire oui. Tout de suite, la chronique de Philippe Rosset.